Notre invité dans ce 12h30, c'est Jean-Philippe Ducard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Testachat. Alors on va parler dans un instant de lutte contre la discrimination dans les assurances. Mais avant cela, une petite question concernant le salon de l'auto dont on vient de parler dans ce reportage. Alors c'est un retour d'un salon physique après les années Covid. Est-ce que ce sera vraiment l'occasion de faire des affaires? Est-ce que ça vaut la peine de se déplacer sur place? Et surtout, de quoi les consommateurs doivent-ils se méfier? À l'heure actuelle, avec tous les outils, notamment digitaux, qu'on a d'information, de comparaison, je dirais que c'est presque le salon toute l'année. Donc on a la possibilité de comparer, d'aller glaner des informations. Nous-mêmes, nous avons énormément d'informations sur notre site internet et toute l'année. Donc à la fois sur le choix des modèles, sur le choix des motorisations. C'est ça souvent maintenant la grande discussion. Faut-il prendre une essence, une diesel, une hybride, une électrique, évidemment. Sur les assurances aussi, on va en parler tout à l'heure. Donc il y a énormément d'informations disponibles. Le salon de l'auto, c'est un peu l'occasion de parler de la mobilité aussi, d'une manière plus générale. Mais donc les conditions salon telles qu'on les a connues tendent à disparaître? Elles tendent à disparaître, surtout que souvent les conditions soi-disant salon, elles commencent à la mi-novembre et elles se terminent au mois de mars, avril. Donc il y a quand même une période qui dépasse de loin les 7 ou 8 jours du salon de l'auto. Donc il n'y a pas vraiment lieu de se précipiter pour faire ses choix. Non, pas du tout. Alors on le disait, Monsieur Ducard, vous êtes là aussi pour parler de la discrimination dans les assurances. Alors c'est un combat qui est mené par Testachat depuis de très longues années, depuis plus de 20 ans, et qu'on peut dire peut-être qu'il est relancé grâce à une décision de justice. Donc c'était la fin de l'année 2022. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt historique. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors c'est pas facile d'expliquer tout le détail parce que c'est quand même très technique, mais pour résumer, donc nous avons, on dit souvent, les plus de 20 ans, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire qu'on a commencé tout ça en 2004. Donc l'origine du dossier, c'est la discrimination en matière de primes d'assurance hospitalisation. Donc l'assurance hospitalisation est devenue, je dirais, un élément vital dans le portefeuille du consommateur pour se couvrir d'un certain nombre de frais hospitaliers qui sont quand même non négligeables, qui viennent suppléer par exemple aussi une partie de ce que la sécurité sociale ne peut pas nous offrir. Donc voilà. Et à un moment donné, DKV, pour ne pas la nommer, avait introduit un système de segmentation par tranche d'âge. Donc les plus jeunes ne payaient, je dirais, quasi rien, ou en tout cas n'avait pas d'augmentation de prime. Par contre, les plus de 60, plus de 65 ans étaient mangés à la sauce forte. Et donc, on avait contesté évidemment cela, parce qu'on considérait que c'était une discrimination en fonction de l'âge. On sait qu'en matière d'assurance, il y a énormément de critères de segmentation, et notre combat, c'est celui on peut utiliser certains critères, mais pas les critères qu'on ne maîtrise pas du tout. Le sexe, l'âge sont évidemment des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et aussi, très important, c'est qu'entre-temps, une très, très importante loi contre la discrimination a été adoptée en Belgique. Donc c'était, je dirais, pratiquement concomitant. Et c'est la première application de la loi antidiscrimination qui a été faite dans le domaine de la consommation. C'est cette fameuse affaire DKV, augmentation des primes et discrimination. Et en première instance, vous obtenez gain de cause. On obtient gain de cause. Et donc on est super satisfait de la décision. Elle est frappée d'appel, évidemment. DKV ne va pas se laisser faire, et d'ailleurs mène la lutte aussi depuis très longtemps dans ce domaine-là, mais plus pour retarder l'échéance. Et donc à ce moment-là, on appelle par contre coup de théâtre, renversement de situation, c'est nous qui sommes perdants sur toute la ligne. Et on découvre malheureusement que l'expert, donc il y a eu une expertise sur les contrats d'assurance hospitalisation et sur l'utilisation de ce critère de segmentation qui est le critère de l'âge. L'expert qui avait été désigné par la juge à l'époque, en fait, avait des accointances avec notre adversaire. Et voilà, donc c'est comme ça que nous avons été à la fois en cassation, et puis nous sommes allés à la Cour européenne des droits de l'homme, fort de nos arguments, en disant, voilà, nous n'avons pas eu droit à un procès impartial et équitable. Et donc, ici, au mois de décembre, la Cour européenne des droits de l'homme vient de nous donner raison, en disant, effectivement, vous aviez tous les éléments, tous les arguments pour dire que l'expert en question n'était pas impartial, et que
malheureusement, ça a influencé le cours de la procédure, ça a influencé la décision du juge, et donc cette décision peut être considérée comme attentatoire à un certain nombre de principes fondamentaux qui sont inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ce n'est pas rien. C'est même, quand on a parlé d'une décision historique, c'est historique pour Testachat, parce que obtenir une décision auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations en Belgique et en Europe qui obtiennent ce type de décision. On parle beaucoup de discrimination, les droits humains évidemment, mais c'était pour nous historique, au même titre qu'en 2014 on avait obtenu l'égalité homme-femme en matière d'assurance aussi. Ça aussi c'était parmi les pages très fastes de notre histoire. Et donc voilà, donc on est arrivé à une décision qui est une décision très technique évidemment, mais qui peut avoir des conséquences. Alors, pour le moment, il y a un délai de recours. Donc l'État belge, parce que c'est contre l'État belge finalement. Donc, si on a eu un procès qui n'est pas équitable, qui est un procès partial, c'est parce que l'État belge, dans sa procédure, n'a pas mis les choses en place pour permettre notamment aux juges d'avoir un rapport d'experts qui était équitable et totalement impartial. Et donc c'est contre l'État belge. Donc l'État belge peut encore introduire un recours. C'est 3 mois de délai. Mais au-delà de ce délai, nous verrons ce qu'il en est. Nous sommes en train de discuter avec nos avocats pour voir si oui ou non nous devons aller plus loin, c'est-à-dire revenir à la situation d'il y a 20 ans et contester par exemple toutes les primes qui ont été fixées sur base de ce critère de segmentation. Mais donc ça veut dire que ça continue, ces critères de l'âge au niveau de l'assurance hospitalisation continuent à être utilisés, et c'est ça qui pourrait... C'est plus subtil que ça. Donc pour une période, en tout cas sur les 20 ans depuis 2004, il y a l'utilisation du critère de l'âge, ça a été clairement utilisé pendant toute une série d'années. Les choses ont un peu évolué parce qu'entre-temps, on a aussi eu, et nous nous sommes battus parce qu'on a continué aussi parallèlement une activité de lobbying, mais au niveau réglementaire, au niveau législatif, c'est d'obtenir un indice médical. Alors, on aurait pu se contenter d'avoir l'indice des prix à la consommation et de faire évoluer les contrats, les primes de manière linéaire pour l'ensemble des assurés, donc en dehors de l'utilisation d'un critère d'âge, d'avoir une augmentation linéaire qui se fasse en fonction de l'indice qui est l'indice des prix à la consommation. Le compromis qui a été trouvé à l'époque avec le gouvernement et le secteur et Testachat, c'est on met en place un indice médical spécifique. Cet indice médical spécifique a connu pas mal de heurts et de malheurs, de déboires, mais entre-temps, donc les choses ont un peu évolué, mais pas encore totalement à notre entière satisfaction. Donc on doit continuer à mener le combat en la matière, sachant que les primes d'assurance hospitalisation ont encore augmenté certainement en 2022 et ils vont peut-être pour la plupart augmenter en 2023. C'est ce que j'allais vous demander. Le risque, ce n'est pas si on arrive à éviter cette discrimination, d'en créer une autre, ou tout de même de voir les prix. Il faut, à un moment donné, lorsqu'on laisse tomber des critères de segmentation comme ceux-là, donc on est en fait du mauvais côté de la statistique et on vous augmente votre prime, c'est qu'il faut des alternatives. Donc ces alternatives, ça peut être une augmentation linéaire pour tout le monde. Ça s'applique à tout le monde, donc il n'y a pas de critères de segmentation particulier qui est utilisé. Ou alors on utilise un indice médical, l'indice médical dont j'ai parlé tout de suite avant. Et il y avait aussi un système, mais qui était fort boiteux, qui était de demander une autorisation à la CBFA à l'époque, ce qui s'appelle maintenant la FSMA, d'obtenir, donc le régulateur des assurances, de pouvoir justifier une augmentation de la prime et d'obtenir cette autorisation. Donc il y a plusieurs systèmes possibles et nous battons pour que le système qui soit mis en place soit le moins attentatoire possible aux libertés fondamentales et notamment au fait qu'on ne choisit pas d'avoir 20 ou 60 ans, on ne choisit pas d'être un homme ou une femme ou autre genre. Il y a là véritablement un problème dans le domaine de l'assurance particulièrement qui utilise des statistiques qui peuvent être remises en cause assez facilement. Les choses évoluent, les moyennes évoluent et ainsi de suite. Donc il faut pouvoir apprécier le risque de manière plus individualisée que les statistiques ne le permettent. Il y a d'autres types d'assurance, là on parle beaucoup de l'assurance hospitalisation, où ce type de discrimination pose problème selon vous? Par exemple les assurances voitures.
Tout Il y a à aussi fait. toute une série de critères. Exactement. Donc les assurances voitures, on a fait beaucoup l'actualité avec cela à un certain moment avec les plus jeunes conducteurs, hein, donc qui étaient vraiment mangés à nouveau à la sauce forte. Et donc le critère de l'âge à nouveau est intervenait. Mais là, il y a des systèmes qu'on appelle des systèmes de bonus-malus, hein, je pense que tout le monde les connaît, et qui permet d'apprécier le risque a posteriori, donc en fonction du risque que vous constituez réellement et pas en fonction d'un critère d'âge ou voire d'un critère de domicile. Même si le critère de domicile, on peut encore discuter, mais le critère d'âge, par exemple, et le critère homme-femme a été neutralisé, notamment par cette fameuse décision Testachat au niveau de la Cour de justice, non pas de la Cour européenne des droits de l'homme, des droits humains, mais la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, il faut neutraliser ces critères de discrimination et trouver d'autres systèmes, des alternatives qui permettent d'apprécier le risque de manière beaucoup plus individuelle et beaucoup plus proche finalement de la réalité de l'assuré. Voilà, donc les choses pourraient peut-être évoluer, en tout cas dans les assurances hospitalisation. On va faire en sorte que ça évolue. Dans un moyen terme, on va dire. Comme vous êtes là, on avait aussi envie de parler un petit peu avec vous du nucléaire. Vous avez appris comme nous hier qu'un accord était intervenu entre Engie et le gouvernement fédéral sur la prolongation du nucléaire. Alors on imagine que ça va avoir des conséquences peut-être pour notre portefeuille et sur le coût de l'énergie dans les années à venir. Comment vous accueillez-vous cet accord? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les consommateurs? Alors je dirais que c'est un accord mais qui est fort tardif. Donc ça c'est assez malheureux en Belgique de devoir attendre des années pour pouvoir se mettre autour d'une table et de faire ça finalement en quelques semaines en bout de course. Vraiment, on connaît, on sait pourquoi. On sait que dans la négociation, il y a les moyens de pression et on fait sans doute miroiter d'autres avantages ou inconvénients dans un accord, comme dans tout accord, mais un accord politique aussi, c'est comme ça, on le sait, les coalitions se font de cette manière-là. Ici, c'est la même chose. Et ça, c'est dommage, parce que donc il faut faire, en matière d'énergie, il faut faire preuve de prévision. Il faut anticiper les problèmes. Or, la loi de sortie du nucléaire date de 2004, donc on a quand même perdu beaucoup de temps. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'on a besoin de rassurer les marchés. Donc on sait qu'aujourd'hui l'énergie c'est un marché et donc libéralisé, et donc il faut à un moment donné prendre des décisions. Je pense que cette décision permet justement un peu de calmer les choses et de mettre un tout petit peu de perspective sans exagérer, parce que 10 ans en matière d'énergie et d'investissement en infrastructure, ce n'est rien du tout. Donc on vit avec le nucléaire depuis bientôt presque 45 ans, presque 50 ans, donc c'est énorme, mais en 10 ans, c'est pas grand-chose. Donc il faudra aussi se poser la question, mais pour le moment, ça permet de calmer un peu les esprits. Maintenant, reste que nous sommes très dépendants du nucléaire, mais nous sommes très dépendants du gaz, nous sommes encore très dépendants du pétrole. La Belgique est un pays dépendant en matière énergétique, et donc ça suscite ou ça crée à certains moments des mouvements qui font pression sur les tarifs. C'est ce qu'on a vécu toute cette dernière année, lorsqu'il y a un clash, lorsqu'il y a un problème, un bug, une guerre ou quoi que ce soit sur les marchés, tout de suite vous avez les conséquences qui sont des conséquences très concrètes pour le consommateur. Donc prendre des décisions de bonnes décisions, c'est important en matière de prévision énergétique et de sécurité d'approvisionnement. Merci beaucoup Jean-Philippe Ducard d'être venu nous éclairer sur le point de vue du consommateur sur différents sujets. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Testachat.